Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série intitulée « Progrès d'aujourd'hui, défis de demain », au cours de laquelle nous aborderons les nouveautés et les défis dans différentes pathologies rhumatismales. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser de près à la spondyloarthrite, une maladie qui suscite de nombreux questionnements et défis dans la pratique clinique. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Daniel Wedling, rhumatologue au CHU de Besançon. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Professeur, pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les progrès les plus marquants réalisés ces dernières années dans la prise en charge des spondyloarthrites, en particulier sur le plan diagnostique et thérapeutique ? Alors les progrès sont nombreux dans différents domaines. Il y a d'abord des progrès dans une classification phénotypique de la maladie, qu'on sépare en manifestations axiales prédominantes, sacro-iliaque, colonne vertébrale, et en manifestations périphériques prédominantes, et ceci avec association possible de manifestations extra-rhumatologiques, que ce soit les uvéites, le psoriasis ou les maladies inflammatoires de l'intestin. Les autres progrès sont dans le domaine de l'imagerie, avec l'irruption de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui participe à la construction diagnostique, avec également des modifications bien plus précoces que ce que peut montrer la radiographie par rayons X. Et donc ceci a abouti également à des nouvelles classifications de formes non radiographiques de spondyloarthrite axiale. Parallèlement, on a également développé une meilleure connaissance de l'histoire naturelle actuelle de la maladie, notamment dans les formes axiales, avec en particulier des études prospectives de cohortes, comme la cohorte nationale DÉSIR. Et puis, des progrès très importants sur les mécanismes physiopathologiques et immunopathologiques qui président à la survenue de la maladie, avec la mise en évidence du rôle important de certaines cytokines, le TNF, l'interleukine 23, l'interleukine 17, et également la place particulière sous forme d'interface jouée par le tube digestif, l'intestin, et par là même également le rôle du microbiote intestinal qui est impliqué fortement dans finalement les désordres immunologiques et les conséquences qui vont après aboutir à une inflammation notamment rhumatologique et au niveau des structures axiales. Et ceci a permis d'individualiser des cibles thérapeutiques, notamment ces différentes cytokines que l'on vient d'évoquer, avec des progrès thérapeutiques, avec des biomédicaments ciblés contre ces cytokines, les anti-TNF, les anti-interleukine 17 pour les atteintes axiales, les anti-interleukine 23 pour le rhumatisme psoriasique et les atteintes périphériques, et puis les inhibiteurs de JAK qui sont également des petites molécules ciblées également sur les voies de signalisation de ces différentes cytokines. Parlons maintenant des défis à venir. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à surmonter pour améliorer encore la prise en charge des spondyloarthrites dans les années à venir ? Alors là aussi, les obstacles sont encore nombreux, donc il y a encore du travail. Le premier élément, c'est essayer de raccourcir le délai diagnostique, notamment pour les formes axiales, qui restent encore de plusieurs années à l'heure actuelle, même si certaines études ont montré que finalement ce délai avait diminué au fil du temps, mais il y a d'autres études qui montrent qu'il reste toujours relativement important. Donc c'est un élément important, essayer d'avoir un diagnostic plus précoce et peut-être s'intéresser, comme ce qui est fait pour la polyarthrite rhumatoïde ou même le rhumatisme psoriasique, à une phase préclinique de la maladie, une pré-spondyloarthrite, qui permettrait peut-être là de mettre en route des mesures un peu préventives, soit sur le microbiote intestinal, soit sur d'autres éléments dès qu'apparaissent les symptômes, pour essayer d'interférer finalement avec la survenue de la maladie. Et dans le rhumatisme psoriasique, qui fait partie du groupe des spondyloarthrites, eh bien on commence à avoir des arguments incitant à dire que le traitement efficace ciblé du psoriasis cutané, la maladie cutanée qui précède le plus souvent le développement du rhumatisme, eh bien le traitement ciblé de la maladie cutanée peut réduire l'incidence des cas de rhumatisme psoriasique au fil du temps. Donc il y a là quelque chose à
à envisager et à travailler par la suite. Un autre élément, c'est le piège du surdiagnostic et donc du surtraitement, parce que l'on peut être amené à, justement, à force de vouloir réduire le délai diagnostique, finalement à porter le diagnostic par excès devant certains symptômes qui ne sont pas forcément spécifiques de la maladie ou certaines modifications uniquement en IRM. Et là encore, il est important de rappeler que le diagnostic, c'est basé sur un faisceau d'arguments concordants et pas simplement la présence de telle ou telle anomalie ou la présence du groupe HLA-B27 isolé qui n'a pas isolément pas de valeur significative. Et puis le dernier élément, c'est dans la prise en charge, ce qui s'individualise maintenant sous la forme des patients difficiles à traiter ou difficiles à prendre en charge, notion qui existe déjà dans la polyarthrite rhumatoïde et qui émerge maintenant dans la spondyloarthrite, en particulier axiale. Ce sont des patients qui ne répondent pas ou répondent très mal aux différentes lignes de traitement et qui donc posent des problèmes tout à fait particuliers. Il faut là savoir analyser les causes de l'échec du traitement, réévaluer la maladie, prendre en compte la douleur résiduelle et les autres types de douleurs non inflammatoires telles que les douleurs nociplastiques ou la sensibilisation centrale ou la fibromyalgie associée. Pour conclure, pourriez-vous partager les perspectives de recherche les plus prometteuses sur les spondyloarthrites et comment celles-ci pourraient impacter les pratiques médicales dans les années à venir ? Alors les perspectives, eh bien, elles découlent un peu de ce qu'on vient de voir, à la fois sur les progrès et les enjeux qui restent à résoudre. On a fait d'énormes progrès sur la génétique. Les données d'épigénétique sont encore très balbutiantes dans le domaine des spondyloarthrites, mais il y a quand même des pistes là qui sont intéressantes à rechercher. Et puis surtout, continuer à travailler sur tout ce qui touche cette interface entre intestin et réponse immunologique, à la fois sur le plan humoral, sur le plan cellulaire également, et avec donc l'étude en particulier de la dysbiose, donc des modifications du microbiote intestinal. Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est une cause? On sait qu'il y a des modifications sur certains traitements, et donc ça pourrait être éventuellement aussi un élément à affiner si l'on pouvait l'analyser de façon simple et en routine, peut-être pour avoir aussi des éléments prédictifs de réponse ou prédictifs de la maladie. Donc ça, c'est un outil potentiellement intéressant et qui élargit finalement la recherche d'un biomarqueur utile pour l'évaluation de l'activité inflammatoire de la maladie. On manque actuellement d'un tel biomarqueur fiable. Les marqueurs de l'inflammation standard, tels que la protéine C-réactive, sont intéressants, mais ils sont trop peu sensibles et trop peu spécifiques pour être utilisés comme facteur pronostic isolé ou comme marqueur isolé de l'activité inflammatoire de la maladie. Donc, on a besoin d'autre chose. Et sur le plan de la prise en charge thérapeutique, et là, il y a deux éléments qu'il faut amplifier, des éléments très cliniques et basiques qui sont la prise en charge multimodale de la maladie, avec non seulement les aspects pharmacologiques, mais également tous les aspects non pharmacologiques, avec des éléments globaux d'hygiène de vie, modification des habitudes alimentaires, arrêt du tabac, activité physique régulière, ça c'est un élément très très important, comme dans d'autres rhumatismes inflammatoires, mais qui font partie intégrante de la stratégie thérapeutique qu'il faut absolument développer. Et puis l'autre aspect dans la prise en charge et dans les recherches à mener, c'est la découverte et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques qui peuvent être d'autres cytokines ou bien éventuellement des traitements ciblés sur d'autres mécanismes, notamment sur la normalisation de la perméabilité intestinale dont on sait qu'elle est perturbée en cas de spondyloarthrite et en cas d'inflammation intestinale. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail à faire, mais tout ça est tout à fait passionnant et on va aboutir à des nouveaux résultats. Passionnant en effet. Merci beaucoup professeur pour ces informations riches et détaillées. Au revoir, merci à vous. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté des éléments utiles pour votre pratique. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt!